à ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir via Zoom et des Émirats Arabes Unis, Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Bonjour. Bonjour, je suis au Caire actuellement. Ah, d'accord. Bonjour et eh bien, bon retour parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pour les personnes lambda comme ceux qui pourraient nous regarder, qu'est-ce que l'Organisation de coopération de Shanghai? Ben, écoutez, c'est une organisation économique qui regroupait 6 pays, comme vous l'avez dit, dans la Chine et l'Inde et les pays des pays du Caucase, et qui avait pour objectif au départ, et ce qui n'est pas vraiment dit, qui avait pour objectif au départ d'avoir une coalition qui pouvait faciliter la route de la soie. Vous savez que la route de la soie, ce projet chinois, qui était très ambitieux, mais qui a fait face à beaucoup de challenges et beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles des pays occidentaux et notamment des États-Unis qui essayent toujours de trouver des alternatives à cette idée chinoise, qui est une idée très ancienne d'ailleurs. Bon, l'idée de la Chine est ancienne, mais la route de la soie est plus ancienne que l'idée de la Chine. Mais la Chine, depuis 25 ans, opte et offre et voudrait implanter et faire en sorte que ce projet voit le jour. Un projet qui voit beaucoup de challenges. Et d'où l'idée de regrouper les pays qui sont autour de la Chine et qui ont accès à l'autoroute que je pouvais appeler l'autoroute commerciale qui relie la Chine à l'Europe et le reste du monde. Et donc là, l'idée d'avoir cette coalition et cette association qui n'est pas une grande coalition, mais l'important c'est d'avoir des pays qui ont vraiment une volonté politique de travailler avec la Chine. Vous avez l'Inde, vous avez les pays du Caucase, et puis vous avez aussi l'Égypte, et vous avez d'autres pays qui ont accepté d'adhérer, des pays arabes comme le Qatar, vous avez d'autres pays qui ont accepté d'adhérer et qui ont été omniprésents à ce sommet. Quant à l'Égypte, vous savez que l'Égypte assiste à ce sommet avec une autre délégation dirigée par le Premier ministre égyptien, M. Madbouli, d'où l'importance. C'est là la volonté politique, en fait. L'importance de cette participation, l'importance de la présence de l'Égypte, un Premier ministre qui assiste, qui participe, d'où l'importance de ce sommet et de cette coalition pour l'Égypte. Vous savez que, faut pas le cacher, mais depuis le Covid, depuis des années même, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi, nous avons une politique étrangère économique qui est un peu différente. Nous avons une politique étrangère stratégique. Nous avons une politique économique stratégique. C'est de diversifier nos partenaires économiques. Les États-Unis et l'Europe sont certes nos partenaires économiques numéro 1 et 2 et 3, mais la Chine aussi reste... la Chine reste pour le monde. Comme on dit, c'est l'usine du monde. Hein. La Chine reste le partenaire idéal. Et vous savez que les relations, il n'est pas tant de parler des relations entre l'Égypte et la Chine, mais vous savez que les relations entre l'Égypte et la Chine sont des relations très étroites et très importantes et très anciennes. Mais aussi, vous savez peut-être mieux que moi que la Chine assiste actuellement et participe actuellement à des projets, à des méga-projets en Égypte, que ce soit dans les projets de port, que ce soit dans les projets de transport, que ce soit dans le projet de construction. La Chine est omniprésente aussi dans la capitale. Dans la nouvelle capitale. Justement, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, vous étiez en train de parler de la stratégie de l'Égypte de diversifier sa politique économique. On voit également un intérêt particulier à intensifier et à développer les relations sud-sud. Écoutez, les relations sud-sud, c'est un ancien débat.
C'est un ancien débat qui date des années 60 et qui date euh, euh, qui date des années 60 en fait, des années 60-70, avec les vagues d'indépendance des pays du Sud. Donc c'était un ancien débat. Mais là, on est dans un monde où il ne s'agit pas de sud-sud, de nord-nord, il s'agit d'avoir un portefeuille important et de diversifier son portefeuille de relations économiques avec des partenaires très divers. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas me contrarier, vous savez mieux que moi que l'Égypte, comme je disais, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi, a eu des relations excellentes avec des pays africains. On avait perdu le terrain en Afrique, mais depuis l'arrivée, ouais, on avait perdu le terrain en Afrique. Vous savez que dans les années 60, au temps du président Nasser, l'Égypte avait une notoriété et des relations fraternelles avec le continent africain. Et l'aide économique stratégique, politique, et même dans le domaine du sport, hein, il faut peut-être mettre l'accent sur le fonds de coopération technique égyptien qui appartient au ministère des Affaires étrangères et qui a une histoire d'amour avec l'Afrique. Et donc, comme je disais, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi, nous avons voulu diversifier nos relations économiques. Et donc, je disais l'Afrique. Nous sommes encore omniprésents en Afrique. Souvenez-vous, la visite du président Fattah al-Sisi en Asie, Asie du Sud-Ouest. Vous vous souvenez de la visite au Vietnam, par exemple. Et beaucoup de gens ont dit, Vietnam, pourquoi le Vietnam? C'est un petit pays, mais l'Égypte avait des relations importantes avec le Vietnam, notamment avec l'ancienne guerre entre les États-Unis et le Vietnam, la guerre du Vietnam, et aussi des relations très étroites que le président Fattah al-Sisi avait entrepris pour répondre à votre question avec les pays latins, l'Amérique latine, le Brésil et certains pays en Amérique latine. Et donc là, il s'agit de diversifier un point très important. Ce sommet ou cette participation ou les relations entre la Chine et l'Afrique, la Chine et les pays du Sud, pour revenir à votre question, est très importante à un moment stratégique où la guerre le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a fait couler beaucoup d'encre et a eu des répercussions très importantes sur l'économie chinoise et sur les entreprises localisées en Chine. Actuellement, vous voyez des entrepreneurs chinois et des entreprises chinoises qui commencent à diversifier leur portefeuille et aller à l'étranger, chose qui n'était pas vraiment une coutume. Et donc là, la Chine, après ce conflit, les tarifs douanières commence à diversifier aussi son portefeuille de relations économiques internationales. Oui, mais si je peux me permettre, professeur, c'est que la Chine a toujours été présente en Afrique et a vu le potentiel africain bien avant les Européens. Alors les Européens et les États-Unis sont entrés... ils ont fait leur entrée en Afrique en tant que colonisateurs, mais la Chine, elle, a eu l'intelligence d'investir et de miser sur le continent africain. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle a pris une large avancée économiquement parlé par rapport aux États-Unis et l'Europe. Et peut-être que l'Égypte, justement, est le pont qui lui permettra d'accélérer ces démarches-là. Tout à fait, très correct. Ce que vous avez dit est correct, sauf que oui, les pays européens ont perdu le terrain en Afrique, à part quelques petits cas, hein, comme la France au Mali, par exemple, et encore. Et encore, vous avez vu ce qui s'est passé malheureusement avec la France, le Tchad, des pays africains qui se sont révoltés contre je dirais pas la présence,
je ne dirais pas la présence française en Afrique, mais la France est toujours omniprésente en Afrique, hein, avec la monnaie africaine qui est aussi révolue, avec la présence culturelle, mais des pays africains qui se sont révoltés contre la présence, et entre guillemets, je dirais, l'influence française en Afrique. Et c'est vrai que les pays européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne, beaucoup de pays européens ont perdu le terrain mais juste une petite remarque entre parenthèses, la Chine n'avait pas été l'un des premiers pays. Et je le dis toujours, et je l'avais toujours dit il y a des années, et les années coulent, ça fait 30 ans qu'on est ensemble sur le Nile TV, et depuis des années, et depuis beaucoup d'années, je dis qu'il y a eu une guerre, même il y a 20 ans, 25 ans, sur cette même chaîne que j'apprécie, qui a beaucoup d'estime pour moi. Je dis toujours, et les mots me reviennent, je disais toujours qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis en Afrique. Et cette guerre date des années 90. Vous savez, je n'ai pas envie de parler d'histoire, mais vous savez que des conflits beaucoup de conflits en Afrique. Malheureusement, les conflits entre les Hutus et les Tutsis, à l'origine de ces conflits, sont les ingérences étrangères. Pas seulement les États-Unis, et pas uniquement, je ne cite pas les États-Unis très clairement, mais beaucoup de pays européens avaient perdu le terrain en faveur des États-Unis. Les États-Unis qui avaient une politique très active en Afrique, notamment avec le USAID, l'Agence américaine de développement, dont le président Donald Trump a décidé de l'annuler, mais les États-Unis ont eu une influence accrue en Afrique, d'où une guerre qui a éclaté. Et vous voyez par exemple un petit exemple qui nous dérange, c'est le haut barrage en Éthiopie. Effectivement. Où les Chinois sont omniprésents et les Américains sont omniprésents. C'est vrai. Et donc en Afrique, il y a une guerre entre la Chine et une ancienne guerre qui ne dit pas son nom depuis des années. Mais la Chine, comme vous l'avez dit, est très active et même la Chine a pris la place de pays traditionnellement des pays de coopération internationale, comme par exemple le Japon, où le JICA avait été très active pendant des années. Mais là, la Chine, comme vous l'avez dit, certainement, vous avez raison, la Chine devient très active dans le domaine du développement économique, ou pardon, de l'assistance économique pour les pays en développement et notamment pour le Sud. Car les ressources économiques, vous savez tous que l'Afrique a énormément de ressources économiques, a énormément de ressources minières, et me reviennent les mots du président Fattah al-Sisi lors des années 2016-17, si mes souvenirs sont bons, lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, lorsque le président Fattah al-Sisi avait mis l'accent sur le fait que l'Afrique a des ressources minières et des richesses capitales innombrables et importantes, et qu'il est temps que les guerres cessent en Afrique. Et les mots du président Fattah al-Sisi nous reviennent lorsqu'il avait dit qu'il est temps que le développement africain soit pour les Africains, par les Africains et à travers les Africains. Et c'est là, oui. Et c'est là, pour conclure, l'intelligence de la Chine de s'infiltrer à travers des projets d'assistance économique, par exemple d'assistance technique pour l'Afrique. Alors, il faut juste rappeler que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Égypte. Le volume des échanges s'élève à plus de 20 milliards de dollars par an. Des investissements directs dans plus de 1500 entreprises chinoises implantées en Égypte. Elle est plus particulièrement marquée par la zone industrielle TEDA au canal de Suez, avec un investissement cumulé de 3 milliards de dollars environ. Elle a des projets stratégiques. Donc, effectivement, oui, le partenariat Égypte-Chine est important. Et
Et si on regarde l'agenda du gouvernement au cours de ces derniers mois, on voit que les voyages qui ont été effectués sont très centrés sur l'Asie. Le Premier ministre revient du Japon, où également il a eu des rencontres très fructueuses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous étiez en train justement de le dire, nous diversifions notre stratégie économique, et je pense que l'avenir se tourne également aujourd'hui vers l'Asie. Oui, tout à fait. L'Asie, comme je vous l'avais dit, le président Fattah al-Sisi avait été effectué depuis des années déjà une visite importante Vous aviez dit au Vietnam, vous aviez dit au Vietnam justement. Au Vietnam, exactement. Je l'avais dit, au Vietnam. Et c'était une. Pourtant, vous venez de prendre une tasse de café, donc normalement vous êtes plus éveillé que moi. Vous savez, avec le déplacement et les voyages, on a toujours envie de parler. Donc le Vietnam est et permettez-moi de le dire ici, le Vietnam est un pays qui est très intéressant et cette expérience et les faits me reviennent lorsque beaucoup de gens ont dit pourquoi le Vietnam, un petit pays, c'est un petit pays mais un grand pays en termes de relance et de développement économique et de croissance économique. Et d'ailleurs, une grande partie des tarifs de la guerre, de tarifs douanières des États-Unis étaient contre la Chine et le Vietnam. Et donc vous avez complètement raison, l'Égypte, oui, diversifie, et avec un regard assez spécial vers l'Asie, vers la Corée, par exemple. Nous avons eu des visites très importantes, des relations récemment très importantes entre la Corée et l'Égypte, si vous vous souvenez. Et le but, la Corée, la Chine, le Japon, c'est des pays qui avaient, et ça c'est très important, qui avaient traditionnellement des relations économiques et politiques avec l'Égypte et qui s'étaient effacées un tout petit peu au cours des dernières années. Docteur Amr Salah, merci à vous de nous avoir consacré ce temps malgré les conditions de voyage que vous venez d'avoir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie politique. Plaisir toujours mien. Merci professeur. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.